Monsieur le ministre, chers invités et chers amis, tout protocole observé, il me revient l'honneur de modérer ce panel et c'est avec grand plaisir que nous allons donner la parole à nos amis qui nous viennent de l'extérieur, non pas de l'extérieur, mais de notre continent, de l'Afrique. Ils sont chez eux. Le chef de l'État a clairement exprimé l'importance de ces retrouvailles, l'importance qu'il y a de mettre en relief le passé pour vivre le présent et en même temps se projeter dans l'avenir. Et je pense que je ne pouvais pas commencer ce panel sans féliciter le secrétaire général du gouvernement pour cette initiative très louable. Et en même temps, bien sûr aussi, Madame la ministre de la Culture, puisque nous nous trouvons dans ces lieux qui, à mon avis, certains découvrent, mais qui a vu aussi d'autres, n'est-ce pas, manifestations d'intérêt général. Cette fois-ci, c'est l'Afrique qui s'y retrouve. Et Djibouti a toujours tout fait pour que, n'est-ce pas, les valeurs qui nous unissent, à savoir la paix, la solidarité, la tolérance, la coexistence entre la modernité et nos valeurs traditionnelles, soient toujours, n'est-ce pas, mis en relief, partagés avec la nouvelle génération. Et c'est dans ce sens-là qu'il me revient l'honneur de présider cette séance, ce panel, qui porte donc sur... c'est l'heure du numérique et c'est l'accès à l'information juridique donc, qui devient un levier fondamental, comme on l'a si bien dit ce matin, pour renforcer la transparence, la redevabilité et la confiance des citoyens envers les institutions. Pourtant, dans de nombreux pays africains, la transition est un système juridique plus accessible, lisible et numérique qui se heurte à des défis techniques, financiers et institutionnels. Dans ce contexte, des projets innovants comme e-JO à Djibouti ouvrent la voie vers une justice plus moderne et plus ouverte. Cette session vise à explorer les enjeux, les obstacles et les bonnes pratiques autour de la transparence juridique numérique sur le continent en s'appuyant sur des expériences concrètes. Et en tant que vice-président du panel d'éminentes personnalités, c'est un exercice auquel nous nous prêtons très souvent, puisque dans ce cadre-là, j'ai pu découvrir d'autres pays d'Afrique, après avoir séjourné pendant assez longtemps au Japon, où l'Afrique s'auto-évalue. Et l'Afrique aussi se prend en charge. L'Afrique aussi met en avant le partenariat, l'appropriation, la souveraineté. Et je pense que c'est ainsi que cette rencontre va nous permettre d'écouter et de donner la parole à ceux qui viennent des différentes régions de l'Afrique, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Est, c'est toute l'Afrique ici qui est représentée. Donc, encore une fois, merci de nous permettre donc de vous présenter l'Afrique avec tout ce que cela comporte comme diversité, mais tout ce que cela comporte comme défi à relever. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer. Je préfère, pour ne pas monopoliser la parole, je préfère que les panélistes se présentent eux-mêmes. Et donc, on va commencer par Madame. Je vous donne le micro. Présentez-vous, un peu donner une idée avant la présentation déjà. Voilà. Bonjour, je m'appelle Shanaz Sakli, je suis chef de division de la production, de la diffusion du bulletin officiel à l'imprimerie officielle du Maroc. Je suis conseillère juridique des administrations
Et je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette rencontre panafricaine qui est une fierté pour nous tous. Merci. Bonjour, c'est Ilyas Suleiman Mohamed. Je suis directeur des études et de la planification à l'INSI. L'INSI était en charge de l'assistance technique du secrétariat général du gouvernement pour... était en charge et elle est toujours pour la plateforme IGO et toutes les composantes qui sont autour de cette plateforme. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Liban Al-Tirebour, je suis chef des services techniques également en Nancy. Je suis également le chef de projet de la dématérialisation du journal officiel électronique. Bonjour à tous, je m'appelle Sagal Rachid, je suis archiviste restauratrice au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, actuellement détachée auprès du secrétariat général du gouvernement pour le projet de restauration des journaux officiels. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer par le commencement. Je pense que M. Liban va nous faire une présentation et puis la suite suivra. M. Liban. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Sans tarder, je vais commencer un peu la présentation d'un projet d'envergure, d'un projet inédit sur notre pays et qui est la dématérialisation du journal officiel. Donc, ce projet s'articule autour de trois volets. Un volet dédié à la plateforme du journal officiel, sa conception, son développement et son déploiement, à travers laquelle on accède aujourd'hui de façon transparente et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ligne. Puis un volet sur la reprise du journal officiel dans son entièreté, 125 ans d'histoire depuis 1900 à 2025. Dans un troisième volet, on se projette sur l'avenir dans une perspective pour aller de pair avec les membres en contribuant en s'appropriant des technologies d'intelligence artificielle et en exploitant ces technologies dans le cadre du journal officiel et de la loi. Suivant. Voici un petit sommaire général des trois volets qu'on va aborder dans cette présentation. Suivant. Revenez un peu. Donc, je vais commencer déjà par la genèse de la plateforme journal officiel, IGO, communément appelée IGO. Donc, cette plateforme est une plateforme numérique dédiée à la publication et à la consultation du journal officiel. Elle vise à moderniser la diffusion de textes législatifs et réglementaires tout en garantissant la conformité de ce journaux et l'égalité et la légalité de son système avec justement la promulgation des codes numériques. La conception de la plateforme s'articule sur plusieurs caractéristiques. Une publication en ligne, une recherche avancée, une interface bilingue et un abonnement bientôt qui sera instauré au vu de la deuxième version de la plateforme. Et le plus important étant que cette plateforme est entièrement hébergée dans notre pays, donc elle est entièrement souveraine. Les objectifs de cette plateforme sont un accès unifié. Un accès unifié, de par sa disponibilité continue et d'autre part par la mise en disposition des mécanismes qui permettent même à des personnes à des besoins spéciaux de pouvoir profiter pleinement de ces plateformes. La sécurité du journal officiel
par une duale publication, une publication en papier, une publication en ligne qui est numérique. Ainsi, nous ne risquons pas de perdre l'accès si jamais toute de manière est à venir. La transparence institutionnelle par la mise en clarté de ces textes-là, la modernisation de la gestion et la facilité d'accès. Les acteurs principaux de ce projet étant le secrétaire général du gouvernement pour la mise à disposition de la vision stratégique et la gouvernance du projet, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État qui offre un soutien technique et assure la conformité avec les réglementations djiboutiennes mais aussi internationales. Un cabinet de prestataires, donc le secrétaire général a lancé un appel d'offres et un cabinet de prestataires djiboutiens a gagné cette offre-là et c'est celui qui a été en charge de la mise en place, du développement et de la mise en ligne de cette plateforme-là. Et les utilisateurs finaux étant la direction des publications du journal officiel qui alimente en continu le journal officiel en ligne. Pour la mise en place de ce projet-là, une approche générale a été adoptée, une démarche participative et structurée fondée sur la concertation entre le GG en tant que maître d'ouvrage, ainsi en tant qu'assistant du maître d'ouvrage et le prestataire en tant que maître d'œuvre, afin d'assurer la cohérence technique, fonctionnelle et institutionnelle du projet. Plusieurs étapes ont été mis en avant pour aboutir à la bonne coordination entre ces différentes institutions. La plateforme aujourd'hui dispose d'un dispositif de gouvernance et de suivi, des réunions hebdomadaires de suivi réunissant le secrétaire général avec l'ensemble des parties prenantes du projet, des rapports hebdomadaires de suivi d'état d'avancement du projet afin de prendre des décisions en temps réel si un écart est démontré, et des tableaux de bord de suivi des performances. Le deuxième volet s'articule autour d'un projet sur lequel le secrétaire général du gouvernement a jugé très important, cela étant que si la plateforme elle est là, elle a besoin d'un contenu. Donc ces contenus qui étaient principalement disponibles en papier devraient être disponibles aussi en ligne. Pour cela, un autre projet a été lancé, un projet de numérisation des prises de journal officiel depuis la première édition de 1900, entièrement manuscrite, à nos jours. Pour cela, une organisation étroite a été mise en place. Le secrétariat général du gouvernement pour assurer les orientations stratégiques et institutionnelles du projet, pour définir aussi les priorités nationales et veiller à la conformité des travaux avec les objectifs. Le chef de projet assurant la supervision des opérations et des reprises de numérisation, coordonner les équipes, garantir le respect de la méthodologie et produire les rapports hebdomadaires de suivi. Les agents de saisie, qui sont responsables de la numérisation archivistique du journal officiel, de la reprise de ce journal par une transcription d'égal à égal avec la version originale, et des agents de contrôle qui sont des juristes spécialisés pour assurer
le contrôle qualité de ce qui a été saisi. Pour cela aussi, on a eu besoin des archivistes du département de la documentation et des archives de la présidence pour la fourniture de relure des journaux officiels. Et pour les cas de dégradation avancée de ce relure, nous avons fait appel justement à une restauratrice, Madame Sek, qui nous rejoint ici. Une méthodologie a été mise en place, s'articulant sur 5 points élémentaires. La formation des agents quant à la manipulation de ces documents qui sont fragiles et qui constituent un patrimoine qui doit être préservé pour le futur. La supervision et la coordination entre les différentes parties prenantes, la collecte des documents, la restauration et le suivi avec un rapport hebdomadaire au secrétaire général du gouvernement. Les principaux défis qui ont été rencontrés dans la numérisation du journal officiel étant la conservation variable du journal officiel. Le volume important et les ressources limitées disponibles pour faire le travail et l'hétérogénéité des formats. L'hétérogénéité des formats étant l'hétérogénéité typographique. Il faut savoir que la première édition qui est manuscrite est différente des éditions intermédiaires avec la machine à écrire et les éditions d'aujourd'hui qui sont intervenues en fait avec le logiciel d'édition. Quelques chiffres clés qui ont été réalisés aujourd'hui sont la numérisation des 2070 éditions du journal officiel, plus de 90 880 textes juridiques, 125 comptes d'histoire reprises entièrement et structurés dans une base de données, 17 professionnels multidisciplinaires qui ont été mobilisés et tout cela dans une durée record de 2 ans et 7 mois. Un troisième volet, c'est démontré primordial, justement pour aller de pair avec les différentes technologies qui transforment aujourd'hui notre société, étant l'intelligence artificielle et son application dans les domaines du journal officiel. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de mettre à disposition des outils juridiques de décision, des statistiques automatiques pour aider à la prise de décision, justement, et de mieux comprendre les dynamiques législatives. Donc, les axes stratégiques que nous avons identifiés dans cette perspective étant une analyse intelligente du journal officiel, une veille et personnalisation entre l'interaction des citoyens et l'administration, la valorisation des données publiques, justement pour les chercheurs et les différents historiens. Les fonctionnalités phares que nous avons aujourd'hui mis en place dans un prototype étant la recherche avancée par IA, la synthèse automatique et extrait pertinent, la veille juridique et alerte en temps réel, des tableaux de bord analytiques par domaine, institution et période, chatbot juridique intelligent comme système expert. Les impacts attendus de cette intégration sont aujourd'hui le renforcement de la transparence et de la lisibilité de l'action publique, la réduction du temps de recherche et gain d'efficacité pour le juriste, soutien à la prise de décisions stratégiques pour les institutions
et l'amélioration de la visibilité du journal officiel sur les réseaux et les scènes régionales. La mise en œuvre et perspective de cette technologie étant l'intégration progressive au cloud gouvernemental, ainsi pour assurer une souveraineté du pays des données, le déploiement des modèles d'intelligence artificielle adaptés, la création d'un laboratoire d'intelligence artificielle justement pour approfondir les différentes applications dans ces domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je pense que M. Libon a fait un grand tour d'horizon qui nous permet de voir un peu clair sur tout ce qui a été fait, par rapport au sujet qui nous intéresse. J'avais beaucoup de questions de mon côté, mais je vais peut-être permettre aux panélistes plutôt de continuer. On va passer vous avez la présentation, je crois, madame, que notre ami du Maroc qui va aussi faire un petit point sur le sujet qui nous intéresse. Donc, la parole est à vous. D'accord. La présentation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Madame Reissou, d'accord. C'est Madame Reissou qui est là. Je l'ai envoyé par WhatsApp. Oui, le document, je ne sais pas comment le présenter. Je l'ai envoyé à Madame Reissou. D'accord. Bonjour. Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement de la République de Djibouti, Honorables Mesdames et Messieurs les ministres, les secrétaires généraux des gouvernements des pays participants au présent forum, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance. Mesdames et Messieurs, le Secrétariat général du gouvernement du Royaume du Maroc est honoré de participer aux assises de ce premier forum africain des journaux officiels placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti. La présence du secrétariat général du gouvernement aujourd'hui s'inspire de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en 2017, lorsque Sa Majesté il a rappelé que le Maroc, je cite, partage ce qu'il a, son ostentation, et que, je cite, pendant longtemps, nous avons tourné notre regard ailleurs pour prendre une décision, un engagement. N'est-il pas l'heure de faire cesser ce tropisme? N'est-il pas l'heure de nous tourner vers notre continent, l'Afrique? Fin de citation. Je tiens tout d'abord à exprimer nos sincères remerciements à la République de Djibouti d'avoir organisé cette rencontre et à vous féliciter pour cette initiative très louable et très opportune qui témoigne de l'intérêt nourri par l'ensemble des gouvernements ici représentés et qui, de par leur mission dûment formulée, répond à des préoccupations constantes et réelles, à savoir mieux produire le droit, mieux diffuser le droit et enfin mieux faciliter l'accès à ce droit. Cette rencontre, elle atteste de l'adhésion et de l'engagement de l'ensemble des participants dans le cadre de la poursuite de l'édification de leur état de droit et contribue à changer les perceptions que nous avons tous pu développer durant des décennies sur la question d'accès au droit et qui est non seulement un gage de transparence, mais surtout c'est un gage d'égalité. Tout en vous remerciant aussi pour la présentation du e-journal officiel djiboutien, qui est un exemple réussi pour nous tous et qui confirme l'importance de se retrouver ensemble, de réfléchir en commun et de partager nos expériences et d'échanger sur les meilleures pratiques dans les domaines de compétences de nos institutions respectives.
Bien sûr, ce forum, il s'inscrit dans la perspective que nous défendons tous sur le rôle qui incombe aux journaux officiels d'Afrique à un moment doublement historique. D'abord, afin d'agir sur la modernisation et la bonne gouvernance en matière d'accès aux droits, mais aussi et surtout sur l'implantation généralisée des nouvelles technologies de l'information, qui sont deux réalités incontournables, l'une de nature éminemment institutionnelle et l'autre de nature technologique, en réponse aux défis communs rencontrés par les États africains en matière de la diffusion et de l'accès aux droits. Et c'est dans cette perspective que le secrétariat général du gouvernement accorde un intérêt particulier depuis plusieurs années aux questions soulevées, et ce à travers différents projets qui interviennent sur plusieurs niveaux et différents stades de la diffusion du droit. Il s'agit bien sûr des projets de numérisation et de digitalisation de la diffusion. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous les principaux volets qui structurent l'action du secrétariat général du gouvernement en matière de diffusion et de facilitation d'accès aux droits. D'abord, on parle généralement de 4 volets. La numérisation et la dématérialisation radicale de la publication officielle. Deuxièmement, le renforcement de la diffusion électronique et de l'accès aux textes législatifs et réglementaires, qu'ils soient en amont ou en aval de leur publication. Merci, monsieur. Merci. La dématérialisation de la publication légale des annonces. Ballot pour vous, les Djiboutiens. Et aussi, finalement, il y a l'élaboration d'une stratégie de modernisation et de développement de l'institution en charge de la diffusion du droit. Le premier volet, il concerne les projets de transition numérique radicale qui sont en cours d'engagement. Il y a le projet Open. Il s'agit d'un système d'information centralisé qui facilitera la liaison entre le secrétariat général du gouvernement et les départements ministériels pour dématérialiser tous les processus liés à la chaîne de production des textes législatifs et réglementaires. Donc, il lie le secrétariat général du gouvernement, le Parlement et les différents départements ministériels initiateurs des projets de textes législatifs et réglementaires. Et ce, depuis son initiation jusqu'à sa publication au bulletin officiel. Il y a aussi le projet de numérisation et de mise en ligne du contenu du bulletin officiel du Royaume, qui consiste à transformer le contenu actuel du bulletin du format image en format texte. Et cette opération porte sur la numérisation à l'horizon de 2027 d'environ, de plus de 13 000 bulletins officiels et plus de 60 000 pages de bulletins officiels, couvrant l'ensemble de notre corpus juridique national publié en langue arabe et en langue française depuis 1912. Le deuxième volet, il porte sur le renforcement de la diffusion électronique et de l'accès aux textes législatifs et réglementaires, qui constitue bien sûr le cœur de la mission du secrétariat général du gouvernement. D'abord en amont, par la procédure de publication publique par voie électronique des projets de textes législatifs et réglementaires, qui est institutionnalisé par un décret qui règle toute la procédure de publication des textes législatifs, des projets, on parle des projets de textes législatifs et réglementaires. Les textes concernés sont soumis à l'avis d'une commission qui est présidée par le SGG. Ils sont mis en ligne sur le site du SGG pour que le public puisse formuler leurs commentaires sur les 10 projets de textes. Et ces textes, ils restent mis en ligne au moins pour une durée de 15 jours pour que le public puisse les lire et y formuler leurs commentaires. Après, les départements concernés, ils sont obligés de suivre les commentaires et de l'intégrer, de les prendre en considération dans la préparation de leurs textes, et ils doivent par la suite communiquer au SGG des projets de texte qui prennent en considération les commentaires du public. Et merci. Et en aval, on parle de la consolidation des textes législatifs et réglementaires. Le secrétariat général du gouvernement, il procède à la consolidation des textes législatifs et réglementaires. Il les met à la disposition du public. Bien sûr, il les met en ligne sur le site du secrétariat général du gouvernement, et
On peut même les confectionner et les éditer dans des ouvrages qui sont mis en vente, qui sont mis à la disposition de tous les citoyens. Donc, ces deux procédés, ils visent à rendre l'accès au droit à la portée de tous les citoyens. Mesdames et messieurs, le troisième volet, il porte sur la rationalisation et la dématérialisation du processus de publication des annonces au bulletin officiel, qui constitue non seulement un gage de transparence économique de notre pays, mais, comme j'ai dit bien, un gage d'égalité. On parle de la dématérialisation de la publication des annonces à travers le guichet des demandes d'insertion des annonces au bulletin officiel, une plateforme qui a été créée depuis 2015. Elle concerne une édition de taille visant une large tranche d'utilisateurs qui est gérée de manière dématérialisée. Cette plateforme, elle permet aux citoyens de déposer leur annonce en ligne, de régler les frais y afférents, de faire le suivi de leur annonce et, le cas échéant, en recevoir les numéros de bulletins officiels commandés. Donc, elle apporte des gains importants en termes de réduction des coûts, suppression des documents papier, diminution du temps de traitement, garantie de remise des documents et, bien sûr, une fluidité des échanges. Et aujourd'hui, on est en phase de refonte de cette plateforme. On est en train de faire des développements, d'ajouter des fonctionnalités, d'ajouter une couche d'intelligence artificielle avec un moteur de recherche sémantique et bien sûr une sécurité renforcée des échanges. Il y a aussi un autre projet dans lequel le secrétariat général du gouvernement il est un partenaire important, c'est celui de création et d'accompagnement des entreprises par voie électronique qui est régi par l'OMPIC, qui est l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale du Maroc, qui met à la disposition du SGG une plateforme qui permet d'unifier le canal de réception des annonces légales pour l'ensemble des dépositaires et dématérialiser, bien sûr, les échanges. Mesdames et messieurs, le dernier volet, il concerne la modernisation et le développement de l'institution en charge de la diffusion officielle du droit pour qu'elle soit capable de prendre le rivage de la modernité érigée par la nouvelle constitution du Royaume du Maroc de 2011 et faire face aux enjeux et contraintes de diffusion du droit et les perspectives d'évolution de cette activité à l'échelle nationale et internationale, dont l'objectif, c'est de devenir une institution de référence en matière de diffusion du droit qui assure avec efficacité et efficience l'accès au droit, qu'il soit par la dématérialisation, la mise en ligne de ces services ou par d'autres procédés de communication législative. Au terme de mon intervention, permettez-moi de réitérer la disposition du secrétariat général du gouvernement du Royaume du Maroc à partager ses modestes expériences dans les domaines relevant de ses attributions et en échanger avec les institutions homologues des pays africains, frères, et à nouer des partenariats privilégiés et ciblés avec elles. Au terme de mon intervention, j'aimerais bien faire, en marge de ma présentation, une présentation PowerPoint sur le projet de numérisation et de mise en ligne du bulletin officiel du Royaume, qui va un peu nous donner une idée sur l'ensemble des étapes qui sont envisagées pour le projet. D'abord, comme j'ai dit, le projet il vise à numériser et mettre en ligne l'intégralité du contenu de 4 éditions du bulletin officiel du Maroc depuis 1912, offrant un accès simplifié aux textes juridiques en arabe et en français. Cette initiative digitale, elle va permettre d'accroître la transparence, bien sûr, et la diffusion des informations juridiques, favorisant l'accès au droit et la participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Il comporte 4 missions. La première mission, c'est une conception de la plateforme, préparation du BO. La deuxième mission, le développement de la plateforme. La troisième, la numérisation, la conversion, l'intégration et après la publication des éditions du bulletin officiel pour les années 1990 jusqu'à 2026 et pour la quatrième mission depuis 1902 jusqu'à 1989. Pour la première mission qui est relative à la préparation de l'environnement technologique et du développement, elle comporte la conception, le pilotage, c'est-à-dire le cadrage et l'analyse du projet
qui sont essentiels pour la réussite de la numérisation, accompagnés du développement d'un module de base, la numérisation du bulletin officiel pilote, pour test bien sûr, l'indexation des textes permettant de tester et d'accélérer les processus. Aussi, il comporte le développement de la plateforme et des portails et le déploiement. Une fois la plateforme fonctionnelle, le déploiement des portails, le transfert de compétences permettra la mise en service. Pour la numérisation des bulletins officiels, on parle du scan des BO papier de 2012 à 2026. Pardon. Oui. La conversion et la prise en charge, transformation des documents numérisés en format numérique et intégration dans la plateforme. Après, indexation, classification et publication pour l'attribution des métadonnées pour la recherche et l'organisation des contenus. La première mission, qui est relative à la préparation et l'environnement technologique, elle concerne bien sûr le cadrage général global du projet, la conception fonctionnelle, le développement d'un module de base, la question de sécurité et de confidentialité, l'intégration des données, gestion des métadonnées, conception technique, benchmark des systèmes similaires et analyse de l'existant. Le développement, il comporte la question de la charte graphique des portails éditeurs et grand public, le développement du portail grand public qui est interface pour l'accès et la consultation des BO par le public, transfert de compétences et des connaissances aux équipes en charge du système, développement d'un portail éditeur qui est interface pour la gestion, la publication et la mise à jour des BO, c'est pour la partie administration. Fonctionnalité du portail, recherche avancée, navigation intuitive, options de téléchargement et d'impression, et assistance au lancement. Quand on parle de la mission 3 et la mission 4, d'abord la mission 3, on est sur les bulletins officiels de 2012 à 2026. Ça comporte la numérisation et la conversion et la prise en charge. Et la même chose pour la 4e mission, mais pour les BO depuis 1990 à 2011. La même chose pour la 4e mission, c'est pour les BO de 1912 à 1949 et de 1950 à 1989. Donc voilà. On a aussi d'autres informations à partager avec vous en matière d'inclusion numérique, mais je laisserai ça pour l'acte qui va venir par la suite. Parce qu'au Maroc, juste pour vous donner un clin d'œil, nous, on préfère parler d'inclusion numérique de manière générale pour aider les personnes, quelle que soit leur situation physique, géographique, territoriale. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement des personnes en situation ou bien qui ont des besoins spéciaux, on parle aussi des personnes qui sont vulnérables, de l'inclusion numérique pour les femmes, pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser ou bien qui ont des capacités un peu réduites en matière d'utilisation des nouvelles technologies. On parle des personnes qui vivent dans les zones un peu reculées. Donc, on parle d'une inclusion générale numérique. Et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui répond à pas mal de questions auxquelles nous pensions aussi et qui donne donc une idée claire de ce qu'il y a lieu de faire, de ce qui a été fait, de ce qui doit se faire. Nous accueillons aussi parmi nous maintenant le représentant d'Algérie, n'est-ce pas, et à qui je demanderai de se présenter brièvement. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. Donc, je m'appelle Fares Kerouani, je suis directeur à la présidence de la République d'Algérie, dont relève le secrétariat général du gouvernement qui s'occupe des journaux officiels. Donc, je tiens tout d'abord
à saluer et à remercier les autorités djiboutiennes de cette heureuse initiative, donc, pour laquelle nous témoignons toute notre reconnaissance. D'abord, en ce qu'elle représente en matière de bonne gouvernance et d'état de droit, mais aussi tout simplement parce que nous, les acteurs des publications officielles, nous sommes frustrés de ce que notre travail demeure souvent caché, vous voyez. Donc l'ensemble des institutions publiques sont connues. Hein, le secrétariat général du gouvernement, qui abat généralement un travail harassant, n'est pas connu du public. Donc c'est pour tout cela que nous sommes très reconnaissants aux autorités djiboutiennes d'avoir eu l'heureuse idée d'organiser cet événement. Donc je souhaitais aussi partager avec vous notre modeste expérience en la matière. Le journal officiel algérien, son histoire se confond en quelque sorte avec celle de l'Algérie. Donc le premier journal officiel de l'Algérie est paru le 6 juillet 1962, c'est-à-dire le lendemain de l'indépendance. Et il a porté les textes fondateurs de la République algérienne, notamment les résultats du référendum d'autodétermination, mais aussi l'échange de lettres entre M. Abdelrahman Fares, donc le président de l'exécutif provisoire algérien, et le général de Gaulle, consacrant la reconnaissance de l'indépendance algérienne. Le 26 octobre de la même année, donc le journal officiel algérien prit la dénomination qu'il a encore aujourd'hui, c'est-à-dire Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, plus connu par acronyme dans mon pays sous l'abréviation JORADB. Depuis lors, donc, on publie généralement 2 numéros par semaine. Maintenant, pour ce qui est de la digitalisation, l'effort de mon pays est quelque peu similaire à celui de Djibouti en la matière. Nous avons été précurseurs. La numérisation du journal officiel en Algérie, elle a débuté en 1984. Donc en 1984, nous avons mis en place un réseau local qui donc interconnectait plutôt le secrétariat général du gouvernement aux institutions publiques. Donc à travers ce réseau local, les différents ministères pouvaient accéder à ce qu'on appelait à l'époque un scalaire, donc système de consultation de la législation et de la réglementation. Donc il n'y avait pas encore l'intégralité des journaux officiels, mais il y avait quand même les références et les sommaires. À partir de la fin des années 90, nous avons véritablement numérisé le journal officiel de bout en bout. En 2001, chaque journal officiel qui était publié paraissait en PDF en ligne accessible à tout le monde sur Internet et gratuitement surtout. En parallèle, nous avons fait un effort de numérisation rétrospective. Donc on a numérisé aussi tout le stock de journaux officiels qui sont parus de 1962 jusqu'en 2001. Donc tout ça pour vous dire que cet effort permet véritablement une accessibilité énorme en la matière. D'autant plus que cette mise en ligne et cette gratuité du journal officiel en ligne doit être mise en perspective aussi avec le développement assez significatif des technologies d'information et de la communication en Algérie. En ne prenant en compte que l'indicateur accès à Internet, nous avons un taux de pénétration Internet mobile en Algérie qui est de 116%. Donc sur une population de 47 millions d'habitants, nous avons 58 millions d'abonnements Internet. Et par voie de conséquence, nous avons plus de 200 000 connexions par jour au site du journal officiel. Et ça atteint parfois des pics de 350 000 connexions par jour. Donc si on compare par exemple avec la version papier, qui est de l'ordre de 100 000 par mois, le papier devient quelque peu dérisoire. Cet effort
on le perpétue toujours. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à venir ici voir les expériences de nos pères africains. Donc nous avons, dans le cadre de la stratégie nationale de parachèvement de la numérisation, le secrétariat général du gouvernement a lancé un ambitieux projet de numérisation, donc, qui porte notamment sur l'amélioration du moteur de recherche. Hein. On envisage même d'intégrer les technologies basées sur l'intelligence artificielle. Nous mettons en place aussi un nouveau site plus ergonomique, donc qui offre une expérience de navigation plus intéressante. Et nous travaillons également à élargir la documentation qui peut éventuellement être présentée sur notre site. À titre d'exemple, nous publions des guides. Nous avons récemment élaboré un guide d'élaboration des textes juridiques que nous mettons aussi en ligne gratuitement, en libre accès, à la fois donc, aux citoyens, aux juristes. Donc voilà l'expérience que nous voulions partager avec vous, hein, qui, je l'espère, participera à la réussite de cette initiative. Je réitère mes sincères remerciements à l'ensemble des participants, et plus particulièrement aux autorités djiboutiennes, et puis à Monsieur le secrétaire général du gouvernement, et au plaisir de vous revoir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, je pense que le temps imparti étant assez court et qu'il y a une autre séance par la suite, je ne m'attarderai pas sur davantage et je voudrais passer au dernier intervenant de ce panel, donc la parole pour qu'il complète un peu tout ce qui a été dit et doit être dit. Merci. Merci beaucoup. Peut-être moi, comme une présentation riche a été déjà faite par M. Livan, peut-être rappeler seulement ce qui a été fait en termes de travail dans le cadre de ce projet. C'est tout un écosystème qui a été créé. Vous voyez qu'il y a 3 volets qui ont été abattus. Les travaux de ces 3 volets étaient conduits en parallèle. La reprise de texte était conduite en parallèle avec le développement de la plateforme, qui était conduit aussi en parallèle avec qui est peut-être le développement du module IA, sont venus un peu après, mais c'était des travaux qui étaient vraiment conduits en parallèle et qui étaient conduits dans un délai qui était vraiment très, très court. Le deuxième point que je voulais rappeler aussi, c'est que nous avions embarqué l'ensemble des acteurs qui étaient intéressés par le journal officiel. Nous avons commencé par un colloque à l'université de Djibouti. Nous sommes partis échanger avec les étudiants, je pense par 2 fois avec les étudiants en droit de l'université de Djibouti. Nous avons fait aussi des échanges avec la représentation nationale. Nous avons rencontré les députés. Nous avons aussi rencontré les professionnels du droit. Et tous ces échanges-là ont permis d'enrichir la plateforme. Chaque fois que nous recevions des commentaires, nous essayions d'y répondre et d'améliorer la plateforme qui était en cours de développement. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les données de la plateforme qui a été présentée aujourd'hui sont des données qui sont structurées dans une base de données. De ce que nous avons vu dans les pays du continent, c'est qu'il y a une version PDF du journal officiel qui est numérisée, qui est mise à disposition. Le travail qui a été conduit au niveau de la plateforme djiboutienne, c'est que chaque texte a été saisi dans une base de données, ce qui par la suite facilite l'exploitation IA de ces datas-là. Donc ça, c'était vraiment un point que nous aimerions rappeler.
Le dernier point, et je vais conclure avec ça pour mon intervention, c'est que ce forum nous offre peut-être l'occasion de créer une plateforme au sein du continent africain pour échanger l'expérience autour de ces thématiques-là. Je sais que le niveau des journaux officiels qui sont déployés dans le continent diverge. Peut-être que ce sera l'occasion d'échanger nos expériences vis-à-vis de cette composante, mais aussi d'autres composantes que le secrétariat général du gouvernement voudrait mettre en place. Nous avons rappelé le bulletin des annonces légales obligatoires. Quand nous avons fini le IGO qui est en rapport avec la gouvernance juridique, il serait temps peut-être de numériser aussi et de rendre accessible le bulletin des annonces légales obligatoires qui, lui, s'oriente plutôt vers la gouvernance économique. Merci beaucoup, c'était juste les points que je voulais ajouter à cette. Merci beaucoup. Comme j'ai souvent tendance à dire, celui qui parle sème et celui qui écoute récolte. Je pense que vous avez récolté, ils ont sémé. Et avant de passer peut-être au deuxième panel, si jamais il y a des questions du public, vous êtes le bienvenu. Alors, qui va... OK. Ah oui, le deuxième. Voilà. On me dit 5 minutes. Non, le ministre dit, le secrétaire général dit 10 minutes. Ok, très rapidement, des questions parallèles au directeur de la présidence de l'Algérie. Mais que devient vous commencez l'histoire des archives du journal officiel de 1960, alors que l'histoire de la colonisation en Algérie a commencé bien avant, vers 1800, et bien avant, Abdelkader. Et donc, que deviennent ces archives de l'époque coloniale? C'est une question, ça a tiqué un peu. Et je reviens aux Djiboutiens. Il y a combien des institutions qui disposent des archives? Parce que je pense que vous avez peut-être... Comme vous êtes dans la recherche depuis 2 ans et demi, vous avez oublié de dire, mais combien des institutions disposent des archives? Et ma troisième question renvoie à la France. L'ambassadeur de la France n'est pas là malheureusement. Nous avons beaucoup d'archives en France qui racontent les archives, les journaux officiels, etc. Et quels sont les partenariats qui ont été faits? Est-ce que tout ça va dans une perspective de restitution des archives? Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'on prend une des autres questions? Allez-y. Je peux? Une autre question. Oui. Nos invités aussi. Alors, est-ce que, s'il y a une question du côté droit? Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai 2 petites questions. La représentante du Maroc a parlé du processus de consolidation. J'aimerais savoir un peu d'informations sur ce processus de consolidation des textes législatifs et réglementaires. Il y a celui de l'Algérie aussi qui dispose d'un guide d'élaboration des textes normatifs. J'aimerais savoir si ce guide est disponible et comment accéder à ce guide. Merci beaucoup. Merci bien. OK. Je pense que s'il n'y a pas une troisième question, donc on va essayer de répondre. Il y a une troisième? Allez-y. Bonjour. Donc, moi, ma question, c'est quels ont été les principaux défis? Parce que les défis, donc si vous pouvez partager avec nous, merci. Merci bien. OK. Ladies first, madame, je vous passe la parole pour répondre à la question. Merci beaucoup pour la question qui était très pertinente concernant la consolidation des textes législatifs et réglementaires. Bon, la question de la consolidation, comme vous le savez tous, l'opération elle est connue à l'échelle internationale. C'est une opération universelle qui vise à intégrer dans un texte initial toutes les modifications qui y sont été apportées
et qui ont été publiés dans les différents bulletins officiels. Bien sûr, un chercheur ne peut jamais, même les éminents juristes, ils ne peuvent jamais faire le tri, la classification des bulletins officiels et intégrer toutes les modifications qui ont été apportées au texte initial durant des années. C'est une opération qui est très difficile. Et en fait, elle rentre dans le cadre de la facilitation de l'accès au droit. C'est une obligation de l'État. Et c'est pour cette raison que le secrétariat général du gouvernement il accorde une attention très particulière à la question de la consolidation des textes législatifs et réglementaires. Il y a une équipe de juristes, bien sûr, au sein du SGG, accompagnée d'une équipe au sein de l'imprimerie officielle, qui est bien sûr qui est une direction du secrétariat général du gouvernement et qui travaille sur la consolidation des principaux textes. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'on arrive aujourd'hui à faire la consolidation de l'ensemble de notre arsenal juridique. Mais les principaux textes, ils ont été consolidés, mis en ligne. Bien sûr, l'opération, c'est une opération en fait qui est éditoriale, scientifique et technique. Pourquoi ? Parce que le texte consolidé ne peut pas avoir la valeur authentique, parce qu'il n'est pas publié au bulletin officiel. Donc, elle sert, elle est importante pour faciliter la recherche et c'est à titre consultatif. Elle ne peut jamais remplacer un texte qui est publié dans le bulletin officiel, mais elle a une importance très déterminante et incontournable. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Très bien. Merci à vous tous. Merci. Donc, je vais tenter de répondre à notre cher ami qui a si gentiment posé une question par rapport aux archives. Donc, plus précisément, aux archives avant l'indépendance de l'Algérie. Je suis très tenté de vous dire que la question, vous devez la poser aux colonisateurs. Ouais. Et comme vous le savez tous, la séparation ne s'est pas très bien passée. Vous voyez, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en odeur de sainteté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais plus sérieusement et plus généralement, c'est vrai que nous travaillons, comme vous tous, à cette matière. Je ne me suis pas attardé sur cette matière parce que je sais qu'il y a un autre atelier qui va traiter de la question. Mais nous attachons beaucoup d'importance aussi aux archives, comme le disaient d'ailleurs si bien vos autorités. Donc, celui qui n'a pas de mémoire, il ne sait pas où il va. Voilà. Donc, je vais répondre aussi au cher monsieur qui s'interrogeait sur le guide d'élaboration des textes juridiques. Oui, je confirme qu'il est en ligne, il est accessible à tous. Donc, c'est le site www.joradp.dz. Je vais le partager avec vous. On pourrait même éventuellement vous faire part de copies imprimées à travers notre ambassade. Nous serions ravis de partager avec vous ça et d'avoir aussi un feedback éventuellement. Hein. Donc, cela pourrait procéder de l'objectif même de ce forum. Par rapport aux défis, question très pertinente de monsieur, je pense qu'au lieu d'essayer de... il faudrait mieux, plutôt que de parler des réussites, plutôt parler des défis, donc et des échecs, ce qui va nous permettre à chaque fois de nous améliorer. Oui, on a eu beaucoup de défis en termes budgétaires, institutionnels, techniques, etc. Mais je me plais à croire que le principal défi, qui est commun à tout processus de numérisation, pas seulement pour ce qui concerne les journaux officiels, c'est l'aspect organisationnel, véritablement. Parce qu'on a trop tendance disons, à caricaturer la numérisation, à considérer qu'il s'agit tout simplement de transposer des technologies sur une organisation telle qu'elle est. Or, on tombe très souvent dans la gadgetisation. On met en place par exemple, des cartes biométriques qui ne servent absolument à rien, tout simplement parce qu'elles ont
elle procède on greffe des technologies sur des organisations anciennes auxquelles elles ne correspondent pas. Pour m'expliquer sans trop m'attarder, vous savez que l'organisation administrative, dans chacun de nos pays, elle correspond à des considérations techniques. Hein. Au ministère de l'Agriculture, on trouve des ingénieurs agronomes, hein, par exemple, à des considérations légales aussi, hein, en termes de légalité. Mais l'organisation administrative correspond toujours aussi à un certain état d'avancement de la technologie. Vous allez voir le découpage administratif français, par exemple. On a découpé les départements de façon à parvenir à cheval, hein, de chaque coin du département au chef-lieu en une journée à cheval. Maintenant, lorsque la technologie évolue, il est inconcevable de la transposer sur une ancienne organisation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la numérisation doit nous pousser à revoir, à repenser notre organisation même. Comme le disait un chercheur suisse, l'administration électronique, comme on l'appelait, est une question d'administration avant d'être une question d'électronique. Voilà pour moi le principal défi. Je profite pour réitérer mes sincères remerciements à Monsieur le secrétaire général du gouvernement, hein, d'avoir eu la sagesse et l'intelligence d'organiser cet heureux événement et auquel nous témoignons toute notre reconnaissance. Merci. Pardon. C'est parce qu'il y a un panel qui est dédié aux archives et les questions étaient un peu en relation avec les archives. Sinon, il y a eu des versements de... Je pense que le panel des archives donnera plus de détails. Il y a eu des versements d'institutions. Après, pour la question politique, en rapport avec l'ambassade de France et le rapatriement des archives. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, avant de vouloir récupérer les textes ou toutes les archives qui étaient antérieures, il faut savoir s'organiser pour pouvoir les gérer. C'était la première question qu'il fallait se poser. Il faut garder à l'esprit que ce bâtiment-là, nous l'avons construit en 2020. Nous sommes en train d'organiser tous nos systèmes d'archivage à Djibouti pour que toutes les administrations puissent verser leurs archives ici, de manière des archives qui sont triées, des archives qui sont sélectionnées et qui sont digitalisées. Une fois que nous avons fait cet effort et ce travail-là, effectivement, c'est là qu'il faut aller chercher vers les archives que nous n'avons pas à notre possession. Parce que je pense qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Donc la méthodologie, parce que je reviens sur ce que vous disiez, vraiment la digitalisation et tout le processus que nous avons fait, d'abord, c'était uniquement de la méthodologie. Nous n'avons fait que cela. Beaucoup se perdent parce que, et ça aussi c'est le drame d'aujourd'hui, c'est parce qu'on leur amène des solutions gadgets. Quelqu'un vient, il descend de l'avion, il dit vous ne vous cassez pas la tête, j'ai une solution pour vous, je vais régler votre problème. Il n'a même pas regardé où vous étiez assis. Mais il vous a donné la solution. Nous, à chaque fois, on répète, il faut toujours retourner aux fondamentaux. D'abord, l'archivage. Même si on parle de numérique, même si on parle de l'IA, d'abord, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Si vos fondamentaux sont là, vous avez les capacités et les moyens de construire un monde numérique et ensuite de rentrer dans le domaine de l'IA. Donc voilà, quelques points que je voulais rajouter. Je vous remercie pour les remerciements, mais je pense que c'était un exercice nécessaire pour que, ensemble, nous puissions apprendre d'abord de nos erreurs. Parce que vous n'avez pas parlé des erreurs. Combien de fois nous avons heurté le mur? Combien de difficultés nous avons été confrontés? Combien d'échecs nous avons eu? C'est parce que nous avons eu tous ces problèmes qu'aujourd'hui nous avons eu notre solution. Merci. Merci bien, Monsieur le Secrétaire Général. Je crois que vous l'avez si bien dit, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc c'est en commettant les erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je pense que c'est Winston Churchill qui l'avait dit.
En anglais. Donc, c'est vraiment une ouverture. Je pense que là où nous sommes, c'est le lieu de départ et c'est là où je pense que nous avons pu, n'est-ce pas, faire que l'Afrique se retrouve. Et encore une fois, nous sommes très fiers qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de l'Union africaine un Djiboutien. Et donc, c'est pour ça que, ma foi, c'est une grosse fierté pour nous que d'accueillir nos frères et sœurs africains chez nous pour penser l'avenir, pas seulement le passé, mais le présent et l'avenir. Voilà, ce qui me donne l'occasion, peut-être il y a peut-être d'autres questions, mais comme on a un autre panel, les questions peuvent aussi donc être posées lorsque l'autre panel sera là. Donc je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, pour cet instant de partage et on passera à l'autre panel. Merci. Donc on continue, vous ne bougez pas. Hein.